Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux aujourd'hui. Donc ça me fait très plaisir d'être parmi vous pour deux raisons principales. La première, c'est que j'étais sur ce campus il y a 20 ans. Et j'ai célébré il y a quelques semaines donc les 20 ans de ma promo, parce que je suis le délégué de la promo également. Et la deuxième raison, c'est que, alors j'interviens aussi sur le campus dans plusieurs programmes, aussi bien donc, en Executive Education, un co-MBA. Et la deuxième raison pour laquelle ça fait très plaisir d'être là, c'est que je considère que l'innovation, c'est un petit peu, si vous voulez, c'est le carburant des entreprises. Bernard Amanonsou, que vous connaissez, qui était mon prof donc il y a 20 ans, eh bien, répétait sans cesse qu'il n'y avait que deux sortes de stratégies. La stratégie des coûts et la stratégie de la différenciation. Et il disait que toutes les stratégies, en fait, sont un mélange, une combinaison de ces deux-là. D'accord ? Et vous savez que pour pouvoir être leader, c'est plus facile lorsqu'on innove que lorsqu'on adopte une stratégie de coût. D'accord ? Donc c'est pour ces deux raisons-là que ça fait très plaisir de venir discuter avec vous de ce sujet-là et de pouvoir échanger. Donc on aura l'occasion bien sûr d'échanger. Et juste avant, je vais vous présenter un certain nombre de choses, et notamment en quoi l'innovation a permis à iPod de devenir donc numéro 1 dans tous les pays quasiment d'Europe. Et pour cela, en fait, je vais vous donner des exemples précis. J'ai eu le privilège et la chance donc, de coordonner et de développer le business d'iPod en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, de 2004 à 2008. Ce qui veut dire, j'étais basé à Londres, ce qui veut dire que mon rôle, en fait, c'était de faire en sorte que la mécanique, toute la mécanique commerciale et de business, en fait, rende l'iPod numéro 1 dans tous ces pays-là. Donc, bien entendu, j'ai vu les choses de l'intérieur, de l'interne, Apple. Vous savez qu'Apple est une société assez confidentielle. Donc, je ne vais pas livrer d'informations confidentielles maintenant, mais en revanche, je vais vous donner quelques informations que vous n'avez peut-être pas lues et vous n'avez pas eu connaissance. Pour cela, en fait, je répartis ça en 4 aspects. En quoi l'innovation a permis à l'iPod donc de devenir numéro 1 ? Il y a 4 aspects et le premier, c'est la différence. Vous savez que pour innover, il faut une différence. Vous avez eu un cours sur l'innovation déjà ? Vous savez que pour qu'une innovation soit efficace, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut, qu'elle soit visible par les clients, par le marché. Il faut, 2, que cette innovation elle soit compréhensible. Si les gens ne comprennent pas, ça ne va pas marcher. 3, il faut qu'elle soit valorisable. Si les gens ne sont pas prêts à payer pour l'innovation, vous n'allez pas le vendre. Et enfin, il faut que ça soit protégeable. Parce que si vous innovez, vous déployez toutes vos ressources pour innover et que vous laissez le concurrent tout simplement profiter des fruits des travaux que vous avez effectués, ce n'est pas bon. D'accord ? Donc, voilà, ça c'est la définition d'une bonne innovation. Et donc, vous ne savez peut-être pas que le succès d'iPod, il n'est pas uniquement lié au produit. Il y a eu de l'innovation sur quasiment toute la ligne du business. Et c'est ces exemples-là que je voudrais prendre tout de suite. Alors, pour la différence, qui est le point numéro 1, vous savez bien entendu qu'une des forces d'Apple, c'est d'avoir des produits qui sont différents des autres. Vous savez que dans les ordinateurs, depuis longtemps, c'est le souhait d'Apple de faire cela. Pour iPod, je ne sais pas si vous vous souvenez en tout cas des premiers modèles, vous vous souvenez du ClickWheel, le système ClickWheel, qui a fait un grand succès au démarrage. Donc le produit lui-même, il a joué un rôle important en termes de différenciation. Mais ce n'était pas suffisant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Eh bien, il y avait quelque chose que très peu de grandes entreprises, très peu de grands fabricants savaient gérer. C'était à la fois le hardware et le software. L'iPod à peu près a été introduit en 2001-2002, mais lorsqu'il y a eu la montée exponentielle donc, de ce produit-là, le logiciel, la maîtrise logicielle, vous savez l'interface iTunes, que vous connaissez, j'imagine tous et toutes, eh bien, elle a joué un rôle clé. Parce que avoir un produit électronique, c'est bien, mais lorsque c'est simple à utiliser, c'est beaucoup mieux. Et en l'occurrence, la grande force, c'était on branchait le câble et ça faisait presque tout seul.
D'accord? Donc ça, c'était une grande force également au niveau de différence de produits. Mais ce n'était pas suffisant. Il y avait une troisième chose importante au niveau des produits. Est-ce que vous vous souvenez du lancement d'iTunes Music Store? Plus ou moins. Lorsque iTunes Music Store a été lancé, qui s'est appelé après l'iTunes Store, hein, le Music Store, eh bien, figurez-vous que personne n'y croyait. Je me souviens, l'année où ça a été annoncé, notamment en France, au Midem, pour l'introduction en France, hein, personne n'y croyait. Pourquoi personne n'y croyait? Eh bien parce que pratiquement tout le monde piratait la musique. Et beaucoup de gens volaient de la musique sans avoir de culpabilité. Mais Steve Jobs et l'équipe Apple, en fait, avaient réalisé une étude qui avait montré qu'un gros pourcentage des gens qui pirataient la musique étaient prêts à l'acheter, à condition que les fichiers soient de bonne qualité, à condition qu'il y ait beaucoup de choix. Il y avait 4 ou 5 conditions. Et ça, c'est l'iTunes Store donc, qui a été lancé et qui a permis tout simplement de donner du contenu. Parce que l'iPod, ce n'est pas qu'un appareil électronique avec une interface logicielle. Il faut aussi le contenu. Et le contenu, donc, dans lequel personne ne croyait à l'époque, évidemment, ça, comme vous le savez, c'est devenu un standard et tout le monde a copié par la suite. Donc ça, ce sont les 3 différences produits qui ont constitué le point d'innovation. Mais il y en a une 4e au niveau du produit que vous ne connaissez peut-être pas. C'est le business model. Le business model, quand iPod a été lancé avec iTunes Music Store, il était carrément à l'opposé des business models traditionnels. Je vais prendre un exemple. Microsoft, à l'époque, ou d'autres fabricants, lorsqu'ils vendaient une console de jeu, par exemple, où vous aviez du hardware et du software, généralement, la marge était réalisée sur la partie software. iPod, c'était l'inverse. La marge qui était générée en fait par l'iTunes Music Store, il servait surtout au début à payer tous les serveurs et toute l'infrastructure. Et donc la marge venait essentiellement des produits électroniques de l'iPod lui-même. Et ça, c'est un énorme atout. Vous savez pourquoi? Parce que autant on peut copier des logiciels facilement, autant c'est beaucoup plus difficile de copier des produits électroniques. D'accord? Donc, la différence, c'est le produit électronique, l'interface logicielle, le contenu avec iTunes Music Store et le business model. Ça, ce sont les aspects d'innovation qui ont constitué une grosse différence en termes de produits. D'accord? On parlera de ça tout à l'heure. Le deuxième point qui est important, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un produit différent pour que ça fonctionne. Il faut que les gens le connaissent, soient informés, mais il faut surtout qu'ils aient envie de l'acheter. Et ça, c'est le point 2, c'est désir. Point 1, différence dans l'innovation. Point 2, désir. Et comment est-ce que le désir a été créé pour l'iPod? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a plusieurs éléments qui constituent l'image de ce produit-là. Le premier élément, que vous connaissez évidemment, c'est la pomme croquée. Le logo de la marque, comme vous le savez, peut avoir des connotations bibliques assez fortes, de désir. Mais ça ne suffit pas, bien sûr, le logo. Est-ce que vous vous souvenez de la campagne qui s'appelait la silhouette d'iPod? Et vous vous souvenez peut-être que cette campagne de la silhouette, elle avait 2 messages qui transpiraient. Le premier, c'était le plaisir. Vous vous souvenez? On voyait toujours quelqu'un qui s'éclatait. On ne mettait pas en avant le produit, on mettait quelqu'un qui était vraiment dans un grand instant de plaisir. Et le deuxième message qui ressortait fort, c'était la simplicité. La silhouette, c'est très simple. Il y en a qui ont copié aussi par la suite. Vous savez, un fond uniforme, etc. Donc, pour créer du désir pour des produits électroniques, c'est bien, et en tout cas ça a fonctionné, d'associer donc l'image du produit à quelque chose de simple, parce que la haute technologie, vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de s'enquiquiner. Apple connaît bien ça avec les ordinateurs. Donc avec l'iPod, c'était la même chose. Les gens voulaient avoir le plaisir d'écouter de la musique, mais pas
pas se prendre la tête avec les drivers, avec tous les mises à jour de logiciels et autres. Hein. Donc simplicité et plaisir. Et puis le logo, ça c'est des points importants. Il y a eu également de l'innovation au niveau de la manière dont cette image a été véhiculée. Et vous vous souvenez peut-être plus ou moins de ça. Vous avez entendu parler des keynotes de Steve Jobs. Vous savez que c'est des rendez-vous qui sont importants, qui sont très regardés par beaucoup de monde. Et vous savez que c'est à ce moment-là que Steve délivre les messages importants, pourquoi les produits sont mieux, etc. Et je vais vous dire une petite confidence. Hein. En interne, on s'amusait par moments à essayer de faire mieux que Steve lorsqu'il présentait sur scène donc les nouveaux produits. Et on n'y arrivait pas. Parce que c'était très très bien fait. Il passait un temps fou à faire cela. Et nous, ça nous inspirait beaucoup en interne. Et ça nous aidait beaucoup à savoir présenter et vendre le produit aux clients. Alors, donc le keynote, ça c'est une forme un petit peu innovante parce qu'il n'y a pas, toutes les sociétés ne font pas ça. Hein, pour donner une telle importance, avec notamment le grand patron. Et comme vous savez que le grand patron, Steve, il était quand même reconnu comme étant visionnaire, ça avait de l'impact. Un deuxième point d'innovation pour la communication, c'était dans les magasins. Vous avez peut-être remarqué que dans les magasins, lorsque l'iPod en tout cas était très visible, vous aviez beaucoup de visibilité au niveau externe du magasin. Hein, dans les vitrines, par exemple en Angleterre, il y en avait partout. Dans certains pays, il y en avait beaucoup. En France également. Mais on avait une visibilité très forte du produit avant même d'entrer dans le magasin. Et avant même d'arriver devant le magasin, vous n'avez peut-être pas de souvenir là-dessus, mais la communication que vous trouviez sur iPod dans les brochures et les magazines des revendeurs, hein, que ce soit des Carrefour, des Auchan, des MediaMarkt, des Fnac, etc., ce produit était mis en valeur de façon importante. Et c'était une des consignes, en tout cas que nous, au niveau, moi à mon niveau, on préparait et on travaillait avec les équipes. Hein, j'avais des équipes qui étaient réparties dans tous les pays. Et donc, ça a permis de donner beaucoup de visibilité et de créer du désir. Et vous avez peut-être vu également dans les magasins, vous avez peut-être ce souvenir, vous savez, en tête de gondole, des écrans avec une vidéo simple qui met en avant le produit. Et je me souviens avoir compté le nombre de concurrents qu'il y avait dans un rayon MediaMarkt en Allemagne. 122. 122 produits concurrents qui se partageaient donc tout le rayon. Et les premiers maîtres donc, du rayon, iPod mis en valeur par une vidéo, par ce qu'on appelait une tête de gondole. Et pourquoi on faisait cela? Parce que ça coûtait cher quand même à faire cela. Tout simplement parce que vous avez des gens qui, encore une fois, je le répète, ne voulaient pas s'enquiquiner avec la technologie et voulaient faire plaisir, par exemple, à leurs petits-enfants, des grands-parents. Et quand ils arrivaient dans le rayon et qu'ils voyaient tous ces produits-là et qu'ils n'y comprenaient rien, ils avaient du mal à choisir. Et lorsqu'ils voyaient qu'en bout de rayon, eh ben, il y avait des produits, donc iPod, qui étaient mis en avant et qui paraissaient jolis, le fait qu'ils soient mis en avant, il y avait un phénomène aussi de crédibilité. Hein. Si MediaMarkt, si Carrefour, si Fnac met en avant ce produit, c'est que ce produit, il ne doit pas être si mauvais que ça. Et en plus, il est beau et il m'a l'air simple. Donc ça a contribué aussi beaucoup à créer le désir auprès de personnes qui hésitaient un peu. D'accord, hein, les hobbyistes et tous les gens qui sautaient sur les premières innovations de technologie, eux, ils n'avaient pas besoin de ça. Hein, mais une grande partie en avait besoin. Voilà, donc ça, en fait, ce sont les points qui caractérisent la manière dont Apple a innové pour créer le désir. D'accord? Aujourd'hui, si vous voyez des publicités, et je ne citerai pas de nom, mais c'est copier-coller, hein, aussi bien la télévision et des choses en plus qui existaient déjà il y a quasiment 8 ans. Voilà, donc l'innovation, elle n'est pas que au niveau du produit, elle peut également se situer au niveau du marketing pour créer le désir. Et vous savez que pour être numéro 1, il faut gagner des parts de marché, évidemment. Et pour gagner des parts de marché, ce qui compte, c'est le client. Et c'est donner envie au client. Voilà, ça c'est le point numéro 2. Le troisième point, à mon avis, vous avez peu d'infos là-dessus, c'est l'accès aux produits.
1, différence, 2, désir, 3, accès, l'accès au produit. Et vous n'avez peut-être pas pu remarquer que, en fait, Apple a innové beaucoup en termes de politique de distribution. Vous n'êtes pas forcément des experts, bien sûr, de la distribution de ces produits-là, mais peut-être que vous savez qu'au moment où il y a eu la très forte progression d'iPod, à l'époque, vous aviez des fabricants comme, par exemple, si on prend par exemple des ordinateurs, des fabricants comme HP qui commercialisaient des produits essentiellement donc, via des distributeurs, et vous aviez d'autres fabricants comme Dell qui faisaient de la distribution quasiment en direct. D'accord? Donc deux business models totalement opposés. Eh bien, Apple a innové, et je me souviens, Tim Cook était très friand en fait de cette innovation-là, et il en parlait beaucoup, sur l'équilibre entre la distribution indirecte, donc via les distributeurs, et la distribution directe via Internet et des magasins propres. Et en gros, je me souviens d'une époque, ça avait 50%. 50% indirect, 50% direct, avec à l'époque Dell qui était quasiment 100% direct et HP qui était 100% indirect. Donc ce business model-là, il a aidé énormément également. Alors dans l'indirect, c'est les distributeurs. C'est les Carrefour, les Auchan pour la France, etc. et les Fnac, pour ne citer que cela. Eh bien, c'est pareil, il y a eu de l'innovation. Et moi, je me souviens que lorsqu'on a, au fil des années, pendant à peu près 5 ans, j'ai coordonné cela, eh bien, on a démarré par des canaux où jamais on n'aurait pensé aller un jour. Juste pour vous donner des exemples, les magasins, vous savez, comme du genre Galeries Lafayette, ces magasins-là qui vendent habituellement pratiquement pas d'électronique, plutôt de la vaisselle et des produits vestimentaires qui sont très très bien, eh ben, ont voulu absolument se lancer dans l'aventure. Et donc il y a eu tout un tas de canaux innovants qui ont été utilisés pour permettre d'avoir la présence et de donner plus facilement l'accès aux produits. D'accord? Ensuite, les Apple Store, vous en avez entendu parler. Vous savez que les Apple Store, donc, ce sont des magasins qui sont purement gérés par Apple. Pour la petite histoire, vous avez peut-être vu à la télévision des images de gens qui couchaient sur le trottoir. Nous, enfin, bon, moi quand j'étais à Londres et que j'avais le bureau qui était juste au-dessus de l'Apple Store de Regent Street, régulièrement, lorsqu'on sortait, on sortait tard le soir à 21h et qu'on voyait tout un tas de gens qui faisaient du camping. C'était impressionnant parce que c'est quand même un beau quartier. Et vous aviez le trottoir qui était protégé par une barrière, la police protégée par une barrière pour éviter d'avoir, bien sûr, des accidents. Vous aviez tout un tas de gens en plein mois de janvier, qui venaient le soir pour être les premiers à entrer dans le magasin le lendemain. D'accord? L'Apple Store, ça fait partie de l'attraction, ça. Alors, ce qui est intéressant avec l'Apple Store, c'est que lorsque les grands patrons français venaient visiter un Apple Store, ils étaient toujours surpris. Parce qu'il y avait des choses qui étaient faites dans l'Apple Store qui étaient contraires aux règles habituelles. Par exemple, une surface très grande où il n'y a rien, beaucoup d'espace vide. Ça, c'est contraire. Vous savez que dans la grande distribution, le GMROI, la surface joue un rôle clé. Deuxième exemple, près des caisses, rien du tout pour tenter le client. Pas des bonbons, des chewing-gums, des machins, des trucs comme on voit partout. Rien. Les grands patrons de la distribution, quand ils voyaient ça, ils disaient « Mais pourquoi vous faites ça ?» C'est contraire aux règles habituelles. C'était contraire. Mais la rentabilité des magasins, je peux vous dire, elle était excellente. D'accord? Donc, innovation également au niveau de la mise à disposition des produits via des magasins propres. Et ce que vous ne savez peut-être pas non plus, c'est qu'en termes de management interne, il y a eu beaucoup d'innovations. Je vais vous citer 2 exemples. L'équipe en fait qui vendait l'iPod, qui distribuait l'iPod et qui coordonnait cela, donc nous étions une équipe dispersée géographiquement, une équipe répartie. Et on avait trouvé un mode, donc moi j'étais un peu le chef d'orchestre pour la partie iPod, on avait trouvé un mode de fonctionnement qui était redoutablement efficace. Vous avez peut-être eu un cours déjà sur le management des équipes dispersées. Vous savez que ce n'est pas les mêmes facteurs clés de succès. Lorsque les gens sont répartis aux 4 coins de la planète,
le manager doit procéder différemment. Et donc, grâce à cela, on avait une dynamique interne importante. Je vais vous donner un exemple. Pour l'innovation, lorsque vous voulez que votre équipe innove, quelle que soit la fonction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne suffit pas d'en parler. Il faut en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, ça veut dire que ce n'est pas important. Donc il faut en parler pendant les réunions. Mais ça ne suffit pas. Hein? Il faut également donner, allouer des ressources. Parce que l'innovation, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut des ressources, il faut un peu de temps, il faut un peu de budget, etc. Donc, pour que votre équipe innove, quelle que soit la fonction, quelle que soit l'entreprise, il faut en parler, il faut donner envie, il faut montrer que c'est important, il faut allouer un peu de ressources et il faut surtout suivre ça de très près. Et bien sûr, féliciter les gens qui font des choses bien. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, pour l'iPod, tous les trimestres, quand je revoyais tous les plans de tous les pays d'Europe, Moyen-Orient et Afrique, il y avait toujours une partie de la réunion qui était spécifique à l'innovation. Et même si seulement 1 à 2% du budget était utilisé pour cela, c'était vraiment important. Vous savez pourquoi c'était important? Parce que quand vous êtes sur un gros paquebot qui marche bien, vous savez, les vaches à lait, hein, comme on entend dans certains modèles stratégiques, hein, eh bien, il faut savoir que ce gros paquebot, il est en permanence concurrencé. Et donc, si vous ne savez pas, lorsque vous êtes sur un gros paquebot, mettre des chaloupes à la mer, des petits bateaux, pour pouvoir demain, en fait, avoir d'autres paquebots qui vont remplacer le paquebot actuel, vous allez prendre du retard. C'est la raison pour laquelle il faut que vous aidiez vos équipes, lorsque vous les managez, il faut que vous les aidiez à innover sans pour autant qu'ils se dispersent. Attention, hein, le business, c'est le business, il faut qu'il y ait des résultats. Donc il faut leur mettre un peu de moyens de façon à ce qu'ils puissent mettre des chaloupes à la mer, okay, qui vont faire les paquebots de demain. Donc ça, c'est essentiel en management. Et l'innovation, là encore, je le précise, c'est quelle que soit la fonction, quel que soit le niveau hiérarchique, mais ça se gère. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le troisième aspect que je voulais évoquer, qui est l'aspect de l'accès au produit. Et enfin, le quatrième, le dernier, qui a contribué au succès de l'iPod, c'est la satisfaction du client final, qui bien sûr découle un peu de ce que l'on vient de voir avant, notamment du produit, mais pas seulement cela. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous connaissez beaucoup de produits électroniques qui soient personnalisables, sur lesquels on peut écrire un petit mot pour la Saint-Valentin, je t'aime, etc. Vous en connaissez beaucoup? Non. Eh bien, Apple a commencé quasiment dès le départ à proposer la personnalisation des produits. Ce qui fait que le produit qui était déjà rempli de désir, puisque c'était la stratégie marketing, en plus se voyait ajouter tout un tas d'émotions parce que c'était gratuit. La personnalisation était gratuite. Donc vous achetez un produit pour la Saint-Valentin, pour Noël, si c'est gratuit pour pouvoir écrire un petit mot gentil, pourquoi vous ne le ferez pas? D'accord? Donc ça a joué également beaucoup. Et enfin, il y a un autre aspect qui est essentiel dans la satisfaction, c'est tout ce qu'il y a autour de l'iPod. Et évidemment, vous ne les avez pas comptés. Mais lorsque j'ai quitté Apple donc en 2008, il y avait 3000 accessoires. 3000 accessoires qui étaient créés donc par des sociétés extérieures, parce que vous imaginez que c'est du boulot hein, de travailler des accessoires et de les gérer. Et en fait, vous aviez même un truc incroyable, vous aviez même des magasins qui se créaient uniquement pour vendre des accessoires pour iPod. Vous connaissez beaucoup de produits, vous? Vous connaissez beaucoup de produits où vous avez des gens qui se lancent dans un business pour vendre que les accessoires de ce produit-là? Si vous m'en trouvez, je suis preneur. Pour un seul fabricant. Voilà, donc ça c'était évidemment un point très important, la manière dont Apple a géré toute sa politique d'accessoires, parce que c'est ingérable en interne, c'est trop compliqué. Il y a trop de savoir-faire à avoir. Ce n'est pas la même chose de réaliser en fait un accessoire électronique ou un accessoire où il y a du cuir. Il y a même Dior. Dior faisait
faisait une pochette pour iPod. Enfin, il y a eu tout un tas de choses extraordinaires. Donc, ces 4 aspects que l'on vient d'évoquer, la différence, donc, comme vous l'avez vu, le désir, l'accès aux produits et la satisfaction, tout faire pour la satisfaction des clients, ça a contribué, tout cet ensemble, en fait, à aider à ce que iPod devienne numéro 1 dans quasiment tous les pays. Et bien entendu, je vous le précise, ça coule de source, mais tout cela ne fonctionne que s'il y a des gens en interne qui le font, et qui le font bien. Et Steve et également Pascal Cagny, vous connaissez peut-être, qui est le président, le vice-président d'Apple Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde, tenait beaucoup à cela. Il a énormément contribué, en fait, à ce que les gens en interne jouent un rôle clé, et notamment permettent de gérer toutes ces innovations. En guise de conclusion, en fait, les 3 messages que je voudrais vous dire sont les suivants. Le premier, c'est que pour qu'une entreprise fonctionne bien, et pour qu'elle reste leader et qu'elle devienne leader, vous avez toujours intérêt à essayer de renforcer tous les maillons de la chaîne. Vous avez une chaîne de business, d'accord? Si vous avez un maillon au milieu de la chaîne qui est faible, qu'est-ce qui se passe si vous tirez sur les 2 côtés? Où est-ce qu'elle casse la chaîne? Au maillon le plus faible. Donc quand vous décidez avec vos équipes où est-ce qu'on va allouer le budget et les ressources, il vaut mieux savoir sur quel maillon on va mettre les ressources, de façon à ce que la chaîne globale se renforce. D'accord? Donc essayez de renforcer et d'innover dans tous les maillons de vos business, de votre chaîne de business. Premier message. Deuxième message, oubliez complètement l'idée que l'innovation, c'est le produit. Bien entendu, c'est clé que le produit soit innovant. Mais tout le reste doit être innovant. Et tout le monde peut innover à son niveau. Même lorsqu'on travaille dans des fonctions de support. D'accord? Il faut toujours encourager, parce que vous allez être évidemment manager très rapidement, vous devez toujours challenger vos équipes et faire en sorte qu'ils améliorent leur quotidien en permanence. OK? Très très important. Et enfin, dernier message, c'est que pour que cela fonctionne, il faut que vous le gériez. Si vous gérez le processus d'innovation, alors il y a une chance qu'il se passe quelque chose. Si vous ne le gérez pas et que vous dites seulement à vos personnes « oh, ce serait bien d'innover » ou on va partager les best practices, un cas classique, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'on met une boîte à idées, ce n'est pas parce qu'on crée une plateforme collaborative pour partager les best practices ou pour partager les idées que ça fonctionne. Il y a tout un ensemble de choses qu'il faut gérer pour que l'innovation fonctionne. Voilà, donc ces différents aspects-là, j'imagine qu'il y en a certains que vous ne les connaissez pas, en tout cas ont contribué à ce qu'iPod devienne numéro 1 donc mondial, et surtout dans les pays, donc dans la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient, qui était dirigé donc, et toujours par Pascal Cagny. Eh bien ça a fait tout simplement, ça a fait son effet puisque ça a fonctionné. Voilà pour les messages que je voulais vous dire avant d'engager la discussion, parce qu'évidemment ce qui est important et ce qui compte maintenant, c'est l'interaction qu'on va pouvoir avoir ensemble. Donc je suis tout oui si vous avez des questions. C'est une question très factuelle, c'était pour savoir quel était le principal concurrent de l'iPod quand vous l'avez lancé? Je sais pas. Alors en fait, lorsqu'iPod a été lancé, pour être franc avec vous, il existait quelques produits qui mettaient dans un appareil électronique de la musique d'une manière numérique. Vous connaissez, vous avez tous entendu parler du Walkman, évidemment. Bon. Et vous saviez quelle était la difficulté, quels étaient les problèmes du Walkman. Mais c'était à l'époque, c'était la technologie de l'époque. Il y avait ce qu'on appelle du pleurage. Le pleurage, c'est que quand vous bougiez, eh bien, vous aviez la bande qui faisait ça faisait ça. Donc si vous faisiez un footing avec un Walkman, les premiers modèles, je vous garantis que c'était folklore. D'accord? Par contre, les appareils électroniques comme un iPod, les gros avantages que vous avez, que le numérique a apporté, c'est 1, la capacité, dans un tout petit volume, beaucoup. 2, plus de pleurage, terminé.
la musique, elle défile au rythme du quartz. Bon, c'était déjà le cas avec les disques. Hein. Vous savez, quand un disque tourne, quand un CD-ROM tourne, ce n'est pas la vitesse du CD-ROM qui va faire c'est pas comme les 33 tours et les 45 tours. Hein. Vous avez un oscillateur qui va rythmer. Et donc, il n'y a plus de pleurage depuis les disques. Donc, c'était le cas aussi, bien sûr, avec l'iPod. Et aussi, la facilité. Quand vous aviez un iPod, quand l'iPod a été lancé, la click wheel, qui était donc cette fameuse roue, qui était très innovante, eh bien, elle a permis d'avoir une ergonomie et un accès à des milliers de chansons de manière extrêmement intuitive. Donc, pour répondre, il y avait quelques produits qui commençaient à intégrer la musique dans la mémoire. Enfin, pardon, ce n'était pas la mémoire, c'était les disques durs à l'époque, dans des disques durs, mais bon, c'était, on va dire, c'était pas très visible. Et c'est vraiment Apple qui a rendu visible cette technologie. Sachant qu'après, si on continue la suite, hein, donc dans les grandes étapes, donc il y a eu, la click wheel a été une très grande étape. Une autre grande étape, ça a été le remplacement progressif des disques durs par de la mémoire. Ça a diminué la taille. Et bien entendu, la très grosse innovation qui a été faite sur iPod, c'est l'iPhone sans antenne, c'est-à-dire iPod Touch. Avant que l'iPhone ne soit mis sur le marché, toute l'interface a été testée longuement pendant de longs mois, je crois enfin plus d'un an, avec justement l'iPod Touch qui a permis tout ça. Et pour simplifier, après une antenne de plus, voilà, ça faisait un iPhone. Ça répond à la question? Ok. Alors bonjour. Moi, c'est une question sur justement les relations entre la maison mère US et l'organisation donc Europe, Moyen-Orient. Comment en fait vous faites pour gérer l'innovation? Est-ce que justement l'organisation est surtout ce qu'on appelle un top-down, c'est-à-dire que c'est les États-Unis qui décident et puis après vous appliquez? Quelle était concrètement votre marge de décision en fait une fois qu'on était hors US, notamment, que ce soit pour la politique marketing ou distribution, ou qu'est-ce qui vous restait? Alors, en fait, la force d'une entreprise dans un monde concurrentiel, c'est de savoir s'adapter très vite. Vous savez, la flexibilité est clé. Et plus l'organisation est grande, plus il y a de monde à faire bouger. Donc Apple, notamment en tout cas moi quand j'y étais, hein, je suis resté 7 ans chez Apple. Avant de m'occuper de l'iPod, je m'occupais des logiciels, et notamment de Final Cut. C'est moi qui me suis occupé de Final Cut et qui créait en l'occurrence, qui contribuait à la création d'une version. Et donc, lorsque je travaillais sur les logiciels, par exemple, sur Final Cut, iMovie, iTunes, etc., j'avais la chance d'être quasiment intégré dans l'équipe mondiale qui se trouvait, c'est le bâtiment numéro 1, le bâtiment de Steve Jobs. Et quand j'allais là-bas, je rendais un peu mes collègues jaloux en Europe qui travaillent sur le hardware parce qu'eux, ils étaient moins impliqués. Apple est très confidentiel, mais c'est vrai que pour les logiciels, j'ai eu cette chance-là. Ensuite, pour répondre à la question, pour l'iPod, ce qui a fait la force d'Apple, c'est sa capacité à prendre des décisions au top, très rapidement, et d'avoir des équipes derrière qui suivent. Donc, pour répondre à la question, il y a deux choses. Il y a la capacité de l'organisation à décider très vite en haut, et pas attendre 107 ans que l'information remonte, d'accord? Et en même temps, suffisamment d'autonomie en local pour que les gens puissent être des moteurs. Et en ce qui concerne l'iPod, nous, on a une chance, on a une grande chance, parce que le marché européen, en l'occurrence, était très différent du marché américain. Et donc, on a eu une autonomie énorme. Donc, en gros, on était très, très autonome. La seule chose, c'est bien entendu, c'est qu'il fallait avoir les résultats. Et donc, quand Steve et quand Tim Cook venaient en Europe pour nous challenger un peu sur la manière dont on allait préparer les mois qui venaient, eh bien, évidemment, il fallait qu'on soit très créatif et qu'on soit parfaitement cohérent dans nos politiques et dans nos stratégies. Mais à partir du moment où on délivrait les résultats, on travaillait en confiance. Voilà, donc pour la partie commerciale et pour la partie business et développement, en tout cas de l'iPod, très grande autonomie. Mais en même temps, synergie. D'accord? Au niveau de la communication, les outils de PLV, publicité sur le lieu de vente, les têtes de gondole, tous ces trucs-là, on ne réinventait pas la roue. C'est pas bon de faire ça.
Donc il y avait un certain échange il y avait beaucoup d'échanges en fait. Voilà. En revanche, pour la communication, la publicité, là c'est différent. Là, la publicité telle que vous la voyez sur les écrans de télévision ou sur les affiches, là en revanche, c'était vraiment très centralisé, très coordonné, et idem pour le store. Le web, le site d'Apple, pour votre information, dès qu'il y avait un lancement de produit, et toujours j'imagine, eh bien quasiment à la minute près, dans toutes les langues, ça basculait. D'accord? Dans le monde entier. Parce que le keynote, lorsqu'il était donné et délivré par Steve et maintenant par Tim à San Francisco, eh bien, il était relayé sur l'ensemble donc des pays. D'accord? Donc, grande autonomie dans un certain nombre de choses importantes, un peu moins d'autonomie dans d'autres choses, mais ce qui compte, c'est l'ensemble. Si l'ensemble fonctionne et si les gens restent dans l'organisation, c'est bon signe. N'oubliez pas un truc, hein. Quand vous avez des équipes qui travaillent pour vous, si vous ne laissez pas suffisamment d'autonomie aux gens, vous n'allez pas garder les bons. Si vous voulez garder les meilleurs, il faut qu'ils s'éclatent. Hein, si vous voulez embaucher des bons et que vous les transformez en marionnettes, ça ne marchera pas. Mais c'est un challenge dans les très grosses organisations. Parce que si vous avez des bons partout et qu'ils ont tous leur idée à eux, vous avez une certaine inertie. Si vous voulez que le paquebot qui va là, il se mette à aller là, vous voyez, il faut trouver un équilibre entre les deux. Vous évoquiez tout à l'heure les deux types de canaux de distribution, soit indirect, soit direct. Je voulais savoir, avec la répartition à peu près 50-50, qu'est-ce qui motivait ce choix? Enfin, pourquoi 50-50? Et où était la plus forte marge? Est-ce que c'était sur la distribution directe, via les Apple Store, etc., ou indirect? Alors, le 50-50 que j'évoquais tout à l'heure, c'était à un moment donné. C'était à un moment donné, je ne sais plus si c'était en 2006 ou 2007, quand Tim en parlait, il disait qu'il y avait 50-50. Je ne suis pas certain que c'était toujours 50-50 au niveau mondial, d'accord? Et ça, vous pouvez trouver les infos probablement dans les statistiques et autres. Hein. Et en ce qui concerne la deuxième chose, c'est que ça fait de secret pour personne que moins il y a d'intermédiaires, plus il y a de marge pour le fabricant. Hein, c'est pareil pour tout le monde. Hein, vous avez les producteurs de lait, s'ils vendent le lait directement aux gens sur le marché, forcément, ils ont un peu plus de marge. Donc pourquoi est-ce qu'Apple vraiment a tenu à avoir cette stratégie-là? C'est tout simplement parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est bien beau, mais ça se finance. L'innovation sans ressources, c'est du blabla. Donc pour financer la recherche, il faut des moyens. Et donc Apple a vraiment tenu à sécuriser ses ressources pour pouvoir continuer à innover en permanence. Bonjour. Donc vous avez travaillé chez Apple pendant une période assez excitante. La situation est peut-être un peu différente aujourd'hui avec cette position de leader. Enfin, pour reprendre d'autres images, on pourrait dire que c'est une sorte de gros paquebot aujourd'hui. Et justement, est-ce que vous pensez que Apple est encore capable d'innover? Alors en fait, j'ai lu plusieurs fois que depuis le début, il y a des gens qui pensent que Apple n'a pas d'avenir. Vous pouvez retrouver des articles. Hein. Et quand vous regardez les sociétés de la Silicon Valley qui ont le même âge qu'Apple, il n'y en a plus beaucoup. D'accord? Regardez les grosses sociétés de la Silicon Valley, comme HP, etc. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte. Donc depuis quasiment le début, des gens disent « ce modèle-là, ça ne va pas durer longtemps ». Pourquoi est-ce qu'au moment où ça marche le mieux, on se dirait encore plus que ça va s'arrêter? Il est évident que dans toute progression, il y a un moment où on atteint un sommet. Hein. Voilà. Mais je ne pense pas qu'Apple soit au sommet. Et dans tous les cas, je suis tout à fait confiant dans la dynamique interne de mes collègues, mes anciens collègues, pour continuer à innover.
Vous savez, Apple, en interne, c'est très fort au niveau de la culture. Hein. Les gens qui travaillent chez Apple, ils ne travaillent pas pour vendre des produits. Ils travaillent pour inventer et pour fabriquer des produits extraordinaires. Ça n'a rien à voir avec la majorité des fabricants qui produisent des produits électroniques. Hein. Quand vous regardez la grande majorité des fabricants d'électronique, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez, hein, si vous regardez sur les marchés, vous allez trouver des packaging avec des informations techniques dans tous les sens. Où le consommateur, il n'y comprend rien quand il regarde la boîte. Ça va être une carte mère, ça va être des composants électroniques. Ça n'a rien à voir en termes de culture avec une société dans laquelle les gens pensent qu'à une chose, c'est de faire le plus simple possible pour les clients. Et ça se respire à tous les niveaux, à tous les niveaux de la société, probablement parce que Steve Jobs, notamment via le biais de keynote, les keynotes étaient importants pour le marché, mais très importants aussi en interne. Et en fait, si vous voulez, cette culture de faire des produits simples et des produits innovants, elle déteignait obligatoirement sur tout l'ensemble du personnel. J'ai répondu à la question? Oui. Moi, j'ai une question sur justement ce qui n'a pas marché avec l'iPod. Parce que vous en parlez comme si c'était un parcours sans faute. Est-ce qu'il y a justement des ratés dans l'histoire iPod? Et comment est-ce que vous vous êtes relevé? Comment vous avez réussi à... Alors, si vous regardez certaines vidéos, et notamment je pense à une, je ne me souviens plus du nom, mais sur YouTube, où Steve, on lui pose la question. Il dit, en gros, on lui pose la question, est-ce que vous avez fait des erreurs? Et il répond, dans cette salle, je suis peut-être celui qui a fait le plus d'erreurs dans ma carrière. Donc évidemment que en interne, il se passe beaucoup de choses, mais ça c'est confidentiel. D'accord? Donc bien entendu qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas, mais c'est normal. Vous savez, c'est comme le canard. Hein, c'est l'image du canard. Le canard, quand vous le voyez à la surface, il est très calme sur l'eau. Par contre, dessous, je peux vous dire que ça pédale dans tous les sens. Ça pédale très vite. Mais c'est ce qui fait la différence entre le canard à la surface et le canard en interne.